vous accueillir encore une fois de plus ce mois-ci pour un nouveau webinaire. Le sujet aujourd'hui alors a un titre relativement long et j'espère en tout cas compréhensible de tous. Mise en œuvre de la vidéoprotection dans un système moderne de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Euh, D-Link, depuis le début de cette année, est un membre permanent et actif d'une association qui s'appelle l'AN2V, Association nationale de la vidéosurveillance, qui se réunit tous les trimestres en plénière pour échanger avec des installateurs, des intégrateurs, des utilisateurs finaux, des constructeurs, échanger autour des bonnes pratiques et puis des évolutions du marché de la sécurité. On est membre de ce groupement en tant que seul constructeur réseau de matériel actif présent et qui, en tout cas on l'essaye, essayons d'amener la compétence réseau dans un métier, la compétence IP dans un métier où l'IP prend une part de plus en plus dominante et où malheureusement les compétences sont encore peu maîtrisées. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est de se dire, bon, vous êtes peut-être un installateur de métier de sécurité, vous connaissez l'alarme, la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, et puis tout ce qui tourne autour. Introduire la vidéosurveillance IP dans des systèmes de sécurité peut être relativement, enfin, en tout cas n'est pas neutre, et peut être relativement traumatisant, notamment traumatisant sur la charge des réseaux. Et on essaie, et je vais essayer ici dans ce webinaire, d'introduire ces notions-là, de vous donner quelques pistes pour faire en sorte que le réseau que vous constituez, réseau IP que vous allez constituer avec votre vidéoprotection, mais aussi avec tous les éléments de sécurité qui peuvent être amenés à cohabiter autour de ça, soit le plus efficace possible, et puis répondre aux contraintes, notamment de la vidéo, pardon, qui est la bande passante, hein, gestion de la bande passante. Voilà en introduction pour expliquer un peu cette thématique ou ce titre peut-être un peu long. Alors, si on avance, on va d'abord se poser la question de savoir ce qui existe aujourd'hui ou quels sont les éléments qui composent un système de sécurité. Ils sont de plusieurs types. Du contrôle d'accès, de la détection d'intrusion, éventuellement de la protection périmétrique, hein, des barrières extérieures de protection d'accès. Évidemment les systèmes vidéo, et c'est peut-être à ça qu'on pense particulièrement, ou en tout cas le plus, parce que c'est certainement le métier enfin en tout cas le composant dans dans tout ce métier de la sécurité qui est le plus visible dès qu'on va parler de vidéosurveillance. On parle assez facilement de vidéosurveillance sur IP, peut-être un peu moins d'alarme et de contrôle d'accès ou de détection d'intrusion, et pourtant tous ces composants-là migrent aussi vers l'IP. Tous les systèmes de serveurs, de stockage vidéo, d'analytics, de supervision, hein, pour aller piloter ensuite tous ces éléments connectés sur un réseau IP. Les accès distants, un télésurveilleur, le patron de la boîte qui veut se connecter à distance sur sa caméra parce qu'il a reçu d'alerte ou une levée de doute, enfin, ou vous-même qui êtes peut-être télémainteneur des solutions pour les clients avec lesquels vous travaillez et vous devez pouvoir vous connecter sur ces systèmes à distance pour aller faire une levée de doute ou une remontée d'informations. Tout ça en étant le plus disponible possible parce que finalement, quand on met en œuvre tous ces composants-là, il est hors de question que ça ne fonctionne pas. On imagine assez mal que le contrôle d'accès soit bloqué simplement parce que le composant qui a fait interfacer tout ça est en panne. Vous pouvez plus rentrer ou sortir des bâtiments, les caméras n'enregistrent plus. On parle de sécurité. Quand on parle de sécurité, il est évident que la petite bestiole qui va venir faire s'articuler tous ces éléments les uns avec les autres doit être le plus disponible et fonctionnel possible. Et en cas de panne, parce que ça peut arriver à n'importe quel composant électronique, pouvoir être remplacé le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, on parle des éléments de sécurité d'une entreprise et je m'arrête uniquement à la partie sécurité des réseaux IP, mais on pourrait parler de voix sur IP en complément, on pourrait parler de télé sur IP qui vont passer sur les mêmes réseaux, on va parler évidemment de la data, hein, tout ce qui va circuler sur ces réseaux-là. Moi, je ne me focalise ici que sur la partie de la vidéoprotection et de tous les éléments de sécurité qui y sont liés. Et donc, vous l'avez compris, pardon, pour les faire s'interfacer ensemble, on utilise un switch, puisque l'IP devient de plus en plus le standard dans les métiers de la sécurité. On utilise un matériel actif avec un minimum d'intelligence
Pourquoi? Parce que ces intelligences vont nous servir à bien maîtriser les différents composants du réseau et notamment les charges ou les flux induits par tous ces composants. Et celui sur lequel on va s'arrêter particulièrement, c'est la vidéo. Hein, la vidéo qui, je pense, de tous les flux, excusez-moi, pardon, la vidéo qui, je pense, de tous les flux qu'on fait transiter aujourd'hui sur un réseau, est certainement le plus compliqué à gérer. Celui sur lequel les DSI que vous aurez face à vous vont vous dire, oh là là, mon Dieu, de la vidéo, ça prend beaucoup de place. Je veux surtout pas l'avoir sur mon réseau. Pourtant, il existe des techniques pour faire évoluer tout ça. Je dirais que c'est le troisième grand métier, troisième grand bloc de métier qui vient vers l'IP. Alors les plus anciens d'entre vous ont connu le passage des copieurs aux copieurs connectés IP et le passage de la bureautique vers la connectique IP, la voix. Hein, depuis quelques années maintenant, c'est quand même très bien standardisé, les notions de voix sur IP, l'introduction dans les réseaux de la voix, dans les réseaux data de la voix et de ses contraintes. Le troisième grand bloc de métier qui est en train d'arriver sur l'IP et qui doit pouvoir s'interfacer avec tout ça, avec des serveurs, avec des téléphones, avec des systèmes autres que des systèmes de sécurité. Le troisième grand bloc qui arrive massivement dans les réseaux IP aujourd'hui, sont tous les composants de sécurité. Alors c'est pas anodin, autant la voix a déjà posé des problèmes aux responsables informatiques, je vous prie de croire que la vidéo en pose d'autres, est certainement plus compliquée à résoudre si on n'est pas suffisamment à même de comprendre quelles sont les problématiques liées à la vidéo. Et c'est l'enchaînement vers mon slide suivant, et qui est de dire que à partir du moment où vous déployez une solution de vidéosurveillance, au travers un réseau, et que cette solution de vidéosurveillance, qui plus est, s'accompagne de contrôle d'accès, détection d'intrusion, enfin d'alarme, de tous les composants de sécurité. Dès que vous allez le mettre en œuvre dans une infrastructure IP, il va falloir réfléchir quand même assez profondément au switch que vous allez mettre en œuvre. Et puis assez facilement, on va mettre une caméra avec une superbe résolution, jolie, qui va bien avec WDR, avec les LED infrarouges, enfin, qui va consommer plein de bandes passantes. Puis c'est ce qui est vu. Donc le client a envie d'avoir un truc qui a l'air costaud parce que c'est à l'extérieur et il faut que ça résiste au coup. Enfin, donc on met facilement des moyens importants dans les caméras, on met facilement des moyens importants dans tout ce qui est visible. C'est vrai aussi dans les téléphones. Le patron d'une boîte a envie d'avoir un téléphone relativement joli sur son bureau, quoi. Même si ça a un peu d'intérêt, c'est simplement que c'est visible et on a envie d'avoir un truc beau sur son bureau. Mais une fois qu'on a mis tous ces moyens dans la caméra, parce que on veut en mettre plein la tête au client, on veut lui montrer des belles images, on veut lui montrer quelque chose d'efficace, on veut un truc qui ressemble, un produit qui ressemble à quelque chose. Bah, on n'a plus de moyens à mettre dans le Switch. Et quand on n'a plus de moyens à mettre dans le Switch, on va au moins cher. Et quand on va au moins cher, on va au plus de problèmes. Alors, je dis pas ça pour vous inciter à prendre des produits de plus en plus onéreux en vidéo, en switching. Je dis ça pour vous inviter à vous poser la question de se dire, mais est-ce que là, avec tout ce que je vais faire passer sur mon matériel actif, avec toutes les contraintes que je vais lui injecter, est-ce que j'ai quand même pas besoin de me dire, même s'il n'est pas visible, il faut un minimum un produit sur lequel je peux avoir des interactions, sur lequel je peux aller sécuriser avec des mots de passe, là où je vais pouvoir parler de notions qu'on va aborder après, de VLAN, de qualité de service, etc., etc., parce que on va devoir segmenter les flux de tous les composants qui transitent sur ce réseau et faire en sorte qu'ils ne se perturbent pas entre eux tout en continuant à communiquer les uns avec les autres. Ça veut dire que on ne considère plus les switches, et s'il vous plaît, c'est très important parce que ça nous pose aussi à nous des problèmes au niveau du support quand le matériel actif a été mal dimensionné et que on essaie tant bien que mal avec l'existant de trouver des solutions à des problématiques de latence sur un réseau ou à des problématiques de mauvaise qualité ou fluidité d'image sur un réseau. Vous savez, un client, la caméra a un ralentissement d'image, il va vous dire que c'est son réseau qui marche pas, hein, il vous dira pas que c'est sa caméra. Donc on ne considère plus un matériel actif, un switch, juste comme une multiprise. Je prends, je branche, ça marche, je m'en vais et j'y touche plus. C'est pas le cas, parce qu'il faut que vous puissiez avoir un minimum de remontée d'informations par ces matériels actifs. Donc on change, et je vais employer un mot que j'aime bien, on change de paradigme, c'est-à-dire on ne se dit pas qu'une fois qu'on a tout vendu à son client, merde, j'ai oublié le switch.
Bon, c'est pas grave, des lignes qu'on a des biens là, bon, il me reste 150 euros, je vais prendre celui-là, il a l'air pas trop mal. Euh, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir, hein. On doit évidemment, même si la qualité de l'image est importante en vidéosurveillance, même s'il faut des images fluides, même si on parle de 2 millions de pixels, 3 millions de pixels, de 4K aujourd'hui, il faut bien envisager que le matériel actif n'est plus la multiprise, mais la colonne vertébrale de votre infrastructure IP. Et on ne peut pas mettre en œuvre avec de la vidéosurveillance une colonne vertébrale fragile. Sinon, ça casse. L'objectif est d'éviter le sous-dimensionnement du réseau. On va le voir après, je vais vous montrer quelques notions chiffrées de volumétrie d'informations qui peuvent transiter à travers de la par la vidéosurveillance à travers le réseau. Donc réfléchir au dimensionnement du réseau en fonction des flux qui vont transiter ici. Savoir implémenter un certain nombre d'intelligences, la priorité de transfert de flux. Le switch reçoit tout un tas d'informations. Il faut être capable, d'abord lui, être capable de les analyser et vous être capable de lui dire, bah, telle information tu l'envoies en premier ou telle information tu en envoies beaucoup d'un seul coup ou telle information tu peux la laisser un peu de côté en attendant de faire transiter la voix et la vidéo par exemple. Et puis les flux d'échange de fichiers de data, on les fera passer après. Donc il faut être capable dans un matériel actif d'avoir ces éléments-là, d'avoir ces intelligences qui vont vous permettre de segmenter votre réseau et de donner des priorités de transfert à votre réseau. Évidemment, comme on parle de matériel, enfin de mise en œuvre de sécurité, d'éléments de sécurité, il faut sécuriser les accès au matériel réseau en lui-même. On n'y pense pas assez. Quand vous achetez un switch D-Link de gamme professionnelle, de mémoire, il sort avec une adresse IP en 10, 90, 90, 90 avec un login qui doit être admin et pas de mot de passe. Vous faites plein de configurations dessus, c'est très bien, mais vous ne mettez pas de mot de passe. Et ça, ou alors vous laissez celui d'usine qui peut être 1, 2, 3 ou admin, enfin. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on se dit que ce truc est invisible et de toute façon, il est posé dans un coin et je vous garantis que ça arrive très souvent. Et malheureusement, il n'y a pas de mot de passe qui est mis sur les matériels actifs. D'ailleurs aussi, il n'y a pas de mot de passe qui est mis sur les caméras. Voire même, il n'y a pas deux niveaux de mot de passe sur les caméras. Un mot de passe administrateur et très souvent on peut gérer du multi-utilisateur sur les caméras, c'est le cas chez nous. Un deuxième niveau de mot de passe utilisateur qui a des accès qui sont restreints. C'est pareil dans les switches, c'est pareil dans les points d'accès Wi-Fi, c'est pareil dans tous les composants qui font fonctionner votre réseau. Pensez à y mettre un mot de passe. Alors ça vous paraît peut-être trivial. Peut-être que ce que je vous dis là, c'est pour vous, c'est quelque chose de basique, mais pensez-y parce que malheureusement, on y pense assez peu. Mettez des mots de passe, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à changer les adresses IP. Pensez bien que votre switch, à partir du moment où il a une adresse IP, il est visible. Et que si quelqu'un le cherche, il va le trouver. L'objectif aussi est de garantir une tolérance à la panne forte. Je disais tout à l'heure en introduction, tout ça, ça doit fonctionner. Il n'est pas question que le contrôle d'accès se coupe, il n'est pas question que votre système de vidéosurveillance soit plus actif. Donc pour garantir une tolérance à la panne forte, on va réfléchir à mettre un onduleur sur le switch, éventuellement sur des installations un peu importantes, souscrire des surassurances pour faire un échange de produits en J+1 ou en H+4. Voire même, vous posez-vous vos contrats de service pour des interventions rapides sur les produits. Ça veut dire aussi, quand on apporte l'offre de service autour de la garantie du produit, on pense, enfin quand on installe de la vidéo, on pense assez régulièrement à aller nettoyer les bulles des caméras dômes à l'extérieur parce qu'elles se salissent ou parce qu'il y a des toiles d'araignée qui viennent se glisser devant. On pense assez facilement à tout ce qui est visible. On pense à aller sur un matériel avec un PC ou un portable avec Windows dessus, on pense à aller faire les mises à jour. C'est pareil sur un Switch. Pensez à faire les mises à jour sur les firmware parce qu'ils apportent des corrections de bugs ou ils apportent des nouvelles fonctionnalités. Pensez aussi qu'un Switch, il est souvent maltraité, c'est-à-dire qu'on le met dans la baie en haut ou en bas. Alors, en haut s'il vous plaît, hein, parce qu'en bas on met les trucs lourds et surtout en bas ça ramasse la poussière, mais on les met dans une baie. On a tendance à jamais aller les nettoyer, on les laisse tourner comme ça, sauf que bah, ça fait un nu, c'est pas très épais, qu'il y a des ailettes de ventilation en général sur les côtés, surtout quand on parle de switch PE, voire même des ventilateurs qui font un peu de bruit. Ça va générer ou charrier de la poussière, ça va chauffer, cette poussière va se coller sur les ailettes des ventilateurs, et il y a un moyen très simple de faire en sorte que votre switch tombe pas en panne, parce que la problématique principale de panne des switches, c'est l'alimentation qui lâche. Et l'alimentation qui lâche, en général, elle lâche à cause d'une surchauffe. Et s'il y a une surchauffe, c'est parce que très souvent,
les ailettes des ventilateurs se sont remplies de poussière parce qu'on les a pas nettoyées. Donc pensez à venir avec un souffle sec, hein, comme vous le feriez sur un PC, juste mettre un coup de souffle sec dans les ailettes des ventilateurs des switches pour les nettoyer, hein, enlever la poussière et faire en sorte que vous n'ayez pas d'accumulation de poussière sur les ventilateurs, mais même à l'intérieur du switch. Donc pensez-y, c'est un geste très simple, mais ça fait partie des choses qu'il faut aussi amener dans votre maintenance et dans votre service. Ne pensez pas simplement à la vidéo où est-ce qu'il se voit, pensez aussi à ce qui se voit pas, parce que ce qui se voit pas, c'est ce qui fait marcher votre vidéo. Et puis, et c'est là qu'on va aborder la suite de la présentation, à partir du moment où vous mettez en œuvre de la vidéosurveillance dans votre système de contrôle d'accès, d'intrusion, etc., la première préoccupation, enfin en tout cas la préoccupation constante que vous allez avoir et le problème constant que vous aurez et qu'il va falloir gérer, c'est la bande passante. C'est vraiment le mot-clé quand on parle de vidéosurveillance, c'est la gestion de la bande passante. Alors, c'est rigolo parce que on est en train de parler de caméras qui peut-être génèrent 5 mégas ou 10 mégas de flux, pendant que si vous étiez là le mois dernier, j'étais en train de vous parler de switches qui sont capables de traiter des informations à des vitesses de 10 gigabits sur des paires cuivres. C'est vrai que 5 mégas rendus sur un switch qui va en générer 10, 100 ou gigabits, ça le fait rire parce que c'est très léger. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la vidéo qui transite sur un réseau, que les autres périphériques ont aussi des contraintes, et que ces contraintes, il faut pouvoir les aborder correctement, et quand bien même 5 mégas, 10 mégas, 15 mégas, ou même 50 mégas sortis d'une caméra, pour un switch, c'est pas grand chose, parce qu'on parle en gigabits ou en 10 gigabits. Il faut juste imaginer que, un, il y a des systèmes de lecture et de relecture, et deux, il n'y a pas que de la vidéo sur le réseau, et trois, que ces flux importants de vidéosurveillance peuvent causer des problématiques au système d'intrusion. Par exemple, si des flux parasites de vidéo viennent se plugger sur votre contrôle d'accès à un moment donné parce que ça a été mal segmenté, ça va mettre le contrôle d'accès en carafe parce que lui, il envoie des petits fichiers de quelques kilooctets pour valider l'accès, l'entrée ou la sortie de quelqu'un. Mais dès lors que vous lui envoyez 10 mégas sur son port d'accès réseau, il est complètement saturé et il ne peut pas les gérer. Voilà. Donc, il n'y a pas que de la vidéo. Certes, c'est facile de faire passer des flux de vidéo, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qu'il va falloir considérer. Et on a au niveau des matériels actifs un certain nombre de techniques qui vont permettre de gérer cette bande passante et surtout de la gérer correctement vis-à-vis des autres périphériques ou vis-à-vis des autres flux qui vont transiter sur le réseau. En vrac, l'IGMP, ce qu'on appelle le multicast, le LACP, qui est de l'agrégation de liens pour multiplier la bande passante disponible à un moment donné sur le réseau, la qualité de service, les VLAN, etc., etc. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Alors, je vous ai schématisé tout ça de manière très basique. Un enregistreur, éventuellement un VMS, donc un logiciel, un répartiteur général et puis un sous-répartiteur dans un deuxième LAN, des caméras, des postes clients qui sont connectés sur ce réseau, et puis un accès distant à travers Internet pour un télésurveilleur ou de la supervision, ou même pour le patron de la boîte. On imagine que vous avez une ou deux caméras par grappe qui envoient en permanence 10 mégas d'informations à travers le réseau. C'est-à-dire que cette caméra, elle filme, et en permanence, ou ces caméras en permanence, envoient 10 mégabits, tout le temps. Il n'y a pas de coupure, c'est tout le temps. Que vous enregistriez ou non, que vous alliez vous connecter sur le flux ou non, elles envoient 10 mégas. Et ces 10 mégas, en général, malgré tout, hein, elles vont sur tout ce qui va les consulter. C'est-à-dire que si j'ai un poste client qui va consulter l'ensemble de mes caméras d'un seul coup, bah, il va récupérer les 40 mégabits de mes 4 groupes de caméras en affichage ici. Et puis si j'ai un deuxième poste client qui fait pareil, bah, lui aussi il va récupérer 40 mégabits. Et puis si j'ai un enregistreur ou un système de stockage qui va aussi visualiser ou chercher à enregistrer les 40 mégas de mes caméras, bah, ça va aussi transiter ici. Et si j'ai rien optimisé, bah, j'ai aussi 40 mégabits qui va sortir vers ma connexion Internet. On comprend vite là que quand on fait la somme de tout ça, c'est pas simplement 10 mégas qui transitent sur un réseau en permanence, c'est 10 à droite, 40 à gauche, 30 au milieu, enfin, il y a en permanence des échanges de flux constants, dès lors que on a des caméras et qu'on en visualise les images, voire qu'on les enregistre, voire qu'on ne fait rien. Dès lors qu'il y a des caméras sur un réseau, il y a des flux permanents. Si on consulte, il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Bon, maintenant, il y a plus compliqué. C'est que j'ai toujours mes caméras qui, en permanence, génèrent les 10 mégas de flux par branche ou par lien ici, et puis qui sont systématiquement en train de communiquer sur mon réseau.
Et puis, plutôt que de solliciter chaque groupe de caméras à partir des postes clients, je vais solliciter mon enregistreur. Donc je vais dire à mon enregistreur, à distance ici par exemple, affiche-moi le flux de toutes mes caméras qui sont gérées par toi. Donc mon enregistreur ou mon logiciel va envoyer le flux brut. C'est-à-dire si on ne l'optimise pas non plus au niveau de l'enregistreur d'ailleurs, il vous envoie un flux brut. Et tous les périphériques qui vont solliciter l'affichage, tous les postes clients, que ce soit des PC, des tablettes, des smartphones, des postes de consultation distants, tout ce qui va chercher à visualiser les informations et les caméras qui sont gérées par cet enregistreur, tous vont générer 40 mégabits de flux. Le problème, c'est que mon enregistreur, pour aller envoyer cette information aux 3 postes clients locaux ou distants qui ont demandé à avoir la visu live de ce qui se passe sur mon système de vidéo, mon enregistreur est obligé d'envoyer 3 fois le flux. Et c'est pas 40 mégas qu'il envoie. C'est 3 fois 40 mégas. 40 mégas pour la sortie internet, encore une fois si on n'a rien optimisé, 40 mégas pour le poste client numéro 1, 40 mégas pour le poste client numéro 2. Voilà. Et s'il y a un 4e poste de consultation se présente, c'est 40 mégas supplémentaires. Et il ne faut pas oublier que pendant qu'on est en train de lire et de consulter l'enregistreur qui lui va devoir sortir 120 mégas de sa patte réseau, c'est d'ailleurs souvent pour ça que les enregistreurs ont 2 ports RJ45 en gigabits, c'est pour pouvoir assumer cette charge. Pendant qu'on est en train de consulter à 2, à 3 ou à 4 postes clients mon enregistreur, faut pas oublier qu'il y a toujours mes flux de caméras en enregistrement qui descendent dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai toujours, et j'aurais pu la rajouter, une flèche de 40 mégas qui va de mon réseau vers mon enregistreur. C'est-à-dire qu'il est sollicité en permanence. D'où l'intérêt aussi de faire attention à la CPU, à la mémoire des enregistreurs avec lesquels vous travaillez, ou à la gestion de la CPU et de la mémoire que font les logiciels de vidéosurveillance sur les serveurs. Ça peut être problématique dès lors qu'il y a beaucoup de postes de consultation différents qui viennent se connecter sur l'enregistreur. Et c'est encore pire, si on fait comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a eu un vol pendant la nuit, et puis on va faire une relecture des enregistrements de l'enregistreur pendant les 8 ou 10 heures d'absence, donc pendant les 8 ou 10 heures de nuit, pendant la fermeture de la boîte. Et puis, pour aller plus vite, parce que se taper 10 heures d'enregistrement dans une journée, ça prend 10 heures, on passe en accéléré. Parce qu'on n'a pas de système de recherche intelligente ou parce que on enregistre en permanence. Les disques durs, ça coûte plus très cher, donc on enregistre en permanence. Donc on fait une relecture en accéléré. Si vous faites une relecture accélérée de tous les flux de vidéosurveillance de votre enregistreur et que vous le mettez en x20 en essayant de voir à quel moment il s'est passé quelque chose, vous allez multiplier par autant la quantité de bande passante nécessaire sur un réseau. Alors c'est pas tout à fait linéaire, mais quand vous faites une lecture accélérée par 20 d'un flux de vidéo qui pèse 40 mégas en live, il va peut-être en peser 500, 600 ou 700 mégas à un instant T pendant que vous faites votre lecture accélérée. Et c'est aussi ça qui pose de gros problèmes dans la gestion des réseaux, c'est que ces relectures accélérées, ce qui se passe tous les jours dans la vraie vie de système de vidéosurveillance, ces relectures accélérées, pendant un temps limité, va extrêmement charger le réseau. Et c'est ça qu'il va falloir gérer, parce que c'est ça qui va poser le plus de problèmes dans votre réseau. C'est la lecture en live, et surtout la relecture a posteriori d'enregistrement en accéléré. Et surtout si vous êtes plusieurs à le faire en même temps. Il faut aussi retenir que, là je vous mets 10 mégas, 40 mégas, enfin j'ai un truc à peu près lisse. Le besoin en bande passante va fortement évoluer en fonction d'un certain nombre de critères. Plus vous allez monter en résolution, plus vous allez avoir besoin de bande passante. Une caméra 4K aujourd'hui, faut estimer que s'il se passe pas grand chose dans la scène et s'il y a peu de mouvement, c'est quelque chose qui va consommer entre 15 et 20 mégabits. Bon, s'il y a beaucoup de mouvements, si vous êtes dans une scène complexe et qu'en plus c'est une caméra motorisée, on peut vite doubler, tripler ou quadrupler le montant de bande passante nécessaire à la sortie d'une caméra en 4K. Donc on peut vite se retrouver en fonction du type de scène, en fonction de la luminosité, en fonction de la résolution qu'on aura mise en œuvre, mais aussi est-ce qu'on sera plusieurs à solliciter la visualisation de sa caméra en simultané, on va charger le réseau de plus en plus. Donc c'est pas linéaire,
Quand on monte en résolution, on va monter en bande passante, ça on le comprend bien, mais il faut aussi envisager que plus les scènes sont complexes, c'est-à-dire plus il y a de mouvements, plus c'est compliqué, plus la luminosité est basse ou trop faible, enfin est relativement faible, plus on va solliciter de bande passante parce qu'on va générer du bruit dans l'image. Enfin, tout ça crée des problématiques qu'il faut pouvoir anticiper parce que pendant des périodes de temps qui sont parfois courtes, vous allez vous retrouver avec une bande passante très importante sollicitée sur votre réseau. Donc on peut réussir à estimer un flux moyen qui transitera en fonction de votre installation de vidéo. On a des systèmes logiciels qui permettent de le calculer très bien, mais il faut pouvoir gérer l'imprévu. Et gérer l'imprévu, c'est tout ce qui est compliqué sur un réseau. Gérer le fait qu'il va y avoir un vol et donc des consultations multiples. Gérer le fait qu'on va devoir monter en résolution sur des caméras. Gérer le fait que quand on surveille un parking, il peut y avoir à un moment donné beaucoup de passages. Qu'on est dans l'entrée d'un bâtiment avec d'un hôtel où il peut y avoir à certains moments un passage important. Euh, on est pire dans un centre commercial. Ben, tout ça va générer des flux parce que ce sont des scènes complexes qu'il va falloir essayer d'estimer, c'est-à-dire prendre une marge de sécurité pour gérer prévoir l'imprévisible et pouvoir l'absorber sur votre charge réseau. Bon, heureusement, on a quand même un certain nombre d'intelligences, et c'est pour ça que je dis que le switch est important, un certain nombre d'intelligences au niveau des matériels qui vont permettre de gérer ces problématiques de bande passante. La plus simple à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle le LACP. LACP, c'est de l'agrégation de liens. Ça revient à dire que, je vous disais tout à l'heure, que la plupart des enregistreurs ou même des serveurs ont plusieurs ports RJ45 disponibles. Donc plutôt que d'en utiliser qu'un seul pour faire communiquer ici entre mon serveur d'enregistrement et mon LAN, bah, je vais en utiliser plusieurs. Je vais en utiliser deux et je vais les agréger ensemble et je vais dire à mon switch et je vais dire à ma carte réseau côté serveur et je vais dire à mon sous-répartiteur sur deux ports et à mon switch principal sur deux ports, bah, ces deux ports là ici, ils n'en forment plus qu'un seul. Donc le switch lui n'a pas 1 gigabit pour communiquer ou 100 mégas pour communiquer avec son enregistreur, mais il a deux fois ça. Donc il peut avoir 200 mégas ou il peut avoir 2 gigabits. Plutôt que de laisser des ports inutilisés sur un switch, c'est très souvent le cas, on prend toujours une marge de sécurité. Quand on met en œuvre une infrastructure IP, on prend toujours 10 ou 15% de plus. Bah, ces 10 ou 15% de plus, plutôt que de les laisser à rien faire, autant les utiliser à des endroits où il peut y avoir des goulots d'étranglement sur le réseau, c'est-à-dire entre votre enregistreur et votre switch principal, et entre votre switch principal et vos sous-répartiteurs. Ces groupes d'agrégation, on peut les faire enfin par groupe de 8. C'est-à-dire que je pourrais avoir 8 liens 100 mégas connectés ensemble, ou 8 liens gigabits connectés ensemble, ou 8 liens 10 gigabits connectés ensemble pour gérer ma bande passante. Donc on va avec cette technique très simple, éviter la création de boucles, hein, parce que quand vous mettez deux liens les uns avec les autres, vous faites techniquement une boucle, mais le switch sait la gérer. Et on va le dire au matériel actif, ben, le port 22 et le port 23 ne forment qu'un seul et même lien, et donc c'est pas 1 giga que c'est 2 gigabits. Et votre enregistreur comme votre switch vont pouvoir communiquer avec un lien qui visuellement pour eux représente 2 gigas, et donc envoyer des informations en parallèle sur tous les ports réseau disponibles. S'il y en a 8, on le fait avec 8. Ça déjà, ça va nous permettre d'absorber une quantité importante de bandes passantes à moindre coût. À moindre coût parce que c'est juste utiliser des ports RJ45 qui sont très souvent laissés dormants dans des matériels actifs. La deuxième technique, elle est un peu plus compliquée, il faut bien la comprendre, c'est ce qu'on appelle l'IGMP, Internet Group Management Protocol. Vulgairement, c'est ce qu'on appelle le multicast. Alors c'est utilisé par tous les systèmes de vidéosurveillance, enfin ça doit être utilisé par des systèmes de vidéosurveillance, mais aussi par la télé sur IP. L'objectif du multicast est de dire que vous avez un certain nombre de postes clients qui vont s'abonner à un flux. Un peu comme vous vous abonnez à Canal+, c'est-à-dire vous vous abonnez, vous avez Canal, vous vous abonnez pas, vous avez une image fixe, voire vous avez rien. Donc il y a plusieurs postes clients qui vont s'abonner à un flux. Si je n'utilise pas le multicast, j'ai 4 postes clients qui sollicitent la même caméra, ma caméra va être obligée d'envoyer 4 fois son flux, c'est-à-dire 4 fois ses 10 mégabits, pour pouvoir servir les 4 utilisateurs qui font une visu live en simultané. Euh, Ça peut vite poser problème parce que gardez bien à l'esprit que une caméra, c'est un port 100 mégabits uniquement, il n'y a pas de même les caméras 4K n'ont pas de port gigabit, c'est des ports en 100. Et ça a un processeur qui est quand même relativement limité, en tout cas qui n'a pas été dimensionné pour avoir 4, 5, 6, 8 utilisateurs qui vont solliciter en temps réel son flux systématiquement.
Bon, bah, si vous êtes 4 à le faire, vous êtes 4 à tirer le flux, la caméra est obligée d'envoyer 4 fois le flux. L'avantage du multicast, c'est que la caméra envoie son flux vers le réseau une fois, parce que de toute façon elle le fait pour l'enregistreur par exemple, et le switch va gérer les abonnements des utilisateurs. Et si un utilisateur se dit bah, moi je veux voir ce flux, le switch l'envoie, mais il n'est tiré qu'une seule fois de la caméra. Et ça permet d'alléger fortement, le lien qui est entre votre caméra et votre switch, mais aussi d'éviter la surcharge de demandes d'informations au niveau des caméras, dont la CPU et la mémoire n'est pas à même de gérer une demande trop importante de visualisation. Donc avec le multicast, on va désengorger son réseau, simplement, et on ne va distribuer l'affichage d'un flux vidéo uniquement qu'aux postes qui se sont abonnés à ce flux. C'est comme un système d'abonnement. Si je reprends mon schéma un peu compliqué, vous vous souvenez, j'ai 3 ou 4 périphériques pardon, qui sollicitent le flux vidéo en live de mon enregistreur. Mon enregistreur il est obligé de le tirer 3 fois et de l'envoyer 3 fois vers le réseau. Il y a 40 mégas qui partent à droite, 80 qui partent à gauche, enfin, ça part dans tous les sens. Bon, l'avantage du multicast, c'est qu'à partir du moment où on le met en œuvre, donc on le met en œuvre dans tous les périphériques à même de le faire, c'est-à-dire les caméras, les switches et les enregistreurs. À partir du moment où vous activez la gestion du multicast et que vous la paramétrez correctement, bah, mon enregistreur, plutôt que de tirer et d'envoyer 3 fois son flux pour aller servir les X clients abonnés, il va l'envoyer une fois vers le switch principal. Ce switch principal, c'est qu'en abonnement, il a un mec à l'extérieur, il a un système de stockage pour du backup, et puis en abonnement, il a un deuxième switch, qui est mon sous-répartiteur. Et puis ce sous-répartiteur, il sait qu'en abonné à ce flux, il a 2 postes clients. Donc je ne vais distribuer ce flux vidéo qu'aux abonnés, et surtout, par la même occasion, je vais en profiter pour très fortement réduire la bande passante nécessaire, notamment ici, entre mon enregistreur et mon switch principal, et entre mon switch principal et mon sous-répartiteur. Ça veut dire aussi que tout ce qui va se présenter et qui n'est pas abonné au flux ne recevra rien. Et ça, c'est important, c'est très important, notamment pour les systèmes de contrôle d'accès, parce que quoi que vous fassiez, même si vous segmentez votre réseau, quand vous avez de la vidéosurveillance avec des flux aussi importants qui transitent sur le réseau, vous avez toujours des morceaux de flux parasites qui sont balayés à droite à gauche. Alors ça peut être quelques dizaines de kilooctets, quelques centaines de kilooctets, voire quelques mégas. Et ces quelques mégas qui viendraient se présenter sur un contrôle d'accès, parce que vous n'avez pas mis en œuvre le multicast un peu partout, qui viendrait se présenter sur un système de contrôle d'accès, ça peut le planter. Et ça peut empêcher le contrôle d'accès de fonctionner correctement, parce qu'il a en permanence, lui, quelques mégabits qu'il n'a pas sollicité, hein, qui arrivent, voire quelques centaines de kilos, qui arrivent sur son port 100. Et je vous disais que déjà la caméra a du mal à gérer 4 ou 5 consultations en simultané parce que sa CPU n'est pas faite pour ça. Je vous laisse imaginer que la CPU d'un contrôle d'accès, elle n'est pas faite non plus pour recevoir en permanence, ou même sa mémoire, hein, n'est pas faite pour recevoir en permanence 100 ou 150 ou 1 mégabit ou 2 mégabits d'informations non sollicitées. Donc l'avantage du multicast, c'est qu'on va aussi protéger le reste du réseau et notamment les périphériques qui accepteraient très mal ou qui acceptent très mal de recevoir des flux vidéo parce que ça les plante, simplement. Hein, typiquement le contrôle d'accès ou les détecteurs en fait, hein, qui ont des CPU très légères. Bon, une fois qu'on a fait ça, j'ai des liens de bonne taille. J'ai mis en œuvre ma qualité de service, mon LACP, j'ai mis en œuvre le multicast. Euh, je dois segmenter mon réseau. Segmenter mon réseau, ça s'appelle du VLAN. Alors il y a plusieurs possibilités, c'est soit vous mettez des matériels actifs différents puis vous faites des réseaux à part et il n'y a rien qui communique les uns avec les autres, et c'est problématique que votre détecteur d'intrusion puisse pas communiquer avec votre caméra, qu'il puisse pas communiquer avec votre PC et qu'il puisse pas alerter mon administrateur. Donc je crée sur des mêmes réseaux physiques, c'est-à-dire les mêmes switches, des segmentations logicielles, ce qu'on appelle des VLAN. Ça permet de mettre mes PC data, ma vidéo sur IP, mes contrôles d'accès, mes détecteurs d'intrusion, mes alarmes, ma téléphonie, enfin tout ça dans des segments de réseau différents, logiciellement différents, et dans des segments qui sont étanches les uns vis-à-vis des autres. Donc d'éviter que des flux de vidéosurveillance viennent parasiter des flux de voix sur IP par exemple, ou que des flux importants d'échange d'informations sur des PC en data ne viennent aussi parasiter la voix sur IP ou la vidéo. Donc on essaie de segmenter correctement nos réseaux.
Une fois qu'on a fait ça, alors il peut aussi y avoir, pardon, des systèmes de supervision évidemment qui ont accès à tous les périphériques et qui permettent de prendre des décisions. Il y a un accès, un mec avec un badge qui essaie de rentrer dans une pièce et qui insiste pour entrer dans une pièce pour laquelle son badge n'ouvre pas la porte. On peut imaginer que la supervision vienne déclencher l'enregistrement de la caméra qui pointe sur cette porte pour savoir ce qui se passe. Un peu comme en data. Un peu comme en data, le fait de euh, la piraterie, le piratage, en tout cas les accès non sollicités, sont du fait, dans 80% des cas, ou 90% des cas, de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Hein, vous savez, quand vous avez des répertoires partagés, c'est quelqu'un qui essaie d'accéder à un répertoire sur lequel il n'a pas le droit d'accès. Bah, c'est pareil en sécurité, c'est quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte alors que il n'a pas le droit de passer là. Il est sur un passage non autorisé pour son niveau de sécurité. Bon, donc pouvoir le filmer et pouvoir interagir avec la caméra à ce moment-là, c'est important également. Donc on a des systèmes de supervision qui vont nous permettre de faire communiquer tout ou partie de ces VLAN les uns avec les autres pour ce qui nous intéresse, tout en évitant qu'ils se perturbent. Mais on dit aussi au switch, attention, il va falloir gérer la façon dont les flux sont transférés au niveau des matériels. C'est-à-dire que tout arrive en même temps, ça a beau être des VLAN séparés, ça arrive quand même au final sur le même matériel physique ou sur les mêmes matériels physiques. Donc en gros, on va expliquer au switch que 50% des paquets qui arrivent, c'est de la vidéo. Et on veut qu'on alloue, alors je vais schématiser ça simplement, on veut allouer 50% de la bande passante à la vidéosurveillance. On veut allouer 35% de la bande passante à la data. On veut allouer 10% de notre bande passante au contrôle d'accès et 5% à l'alarme, à des choses qui sont très légères. Pour faire en sorte que mes flux de vidéo, qui sont très consommateurs de bande passante, quand ils se présentent au niveau des matériels actifs, le switch sait qu'il a un tuyau de 50% de sa taille, 50% de sa capacité CPU doit être dédié à transférer les paquets. Voilà. Et on va même, en plus de lui donner ces indications-là, classifier dans l'ordre les flux, c'est-à-dire dire petit 1 passe d'abord la voie sur IP, parce que la voie sur IP c'est très léger, mais ça doit passer très vite. Petit 2 passe ensuite la vidéosurveillance, et quand tu passes de la vidéosurveillance, il faut utiliser 50% du tuyau qui est disponible pour en liquider le plus possible. Petit 3, la data. Petit 4, le contrôle d'accès, etc. Donc on va les classifier par ordre d'importance, en plus de leur allouer schématiquement des quantités de bandes passantes. Ça va permettre de gérer justement ces flux importants, c'est-à-dire que même si on est sur des réseaux physiques identiques, on va, un, segmenter nos flux, deux, leur donner des ordres d'importance, et trois, leur donner des potentialités de discussion dans un tuyau. Je vous disais tout à l'heure, et on en arrive à la fin, que tout ça, ça devient critique. Qu'il n'est pas question qu'il y ait des liens qui fonctionnent plus, un switch qui tombe en panne, et puis que du coup on se retrouve complètement aveugle, sans système de vidéosurveillance, sans accès à l'entreprise parce que le contrôle d'accès est par terre, enfin, plus de détection d'intrusion, les portes s'ouvrent, enfin bref, tout ce qui pourrait bloquer. Donc, il existe un certain nombre de moyens de faire en sorte que le réseau soit tolérant à la panne. Ça peut être de mettre des onduleurs sur les switches de cœur de réseau, par exemple. Ça peut être de doubler les alimentations sur les cœurs de réseau. Alors, vous savez, on a tendance euh, à peu imaginer que ce qui tombe globalement en panne dans un switch, c'est la lime. C'est la lime parce qu'il y a une surcharge électrique ou parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes de maintenance et de la surchauffe. Euh, on a possibilité sur des matériels actifs niveau 2, niveau 3 chez D-Link de rajouter des alimentations redondantes de secours. C'est-à-dire que vous pouvez les onduler, mais en plus, même si la lime du switch fonctionne plus, il y a une alimentation extérieure qui prend le backup. Mais ça suffit pas toujours. Donc mettre en œuvre ce qu'on appelle une redondance alternative, c'est-à-dire créer des boucles sur le réseau, ça peut être important, notamment pour si jamais un lien fonctionne plus. Imaginons ici qu'entre mon switch qui est en haut à droite et mon cœur de réseau, ce lien-là fonctionne plus parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de pelleteuse dans la fibre, parce que le câble RJ45 a été bouffé par des rongeurs, enfin peu importe. Le lien fonctionne plus pour une raison ou pour une autre. Tout ce qui est ici, là, la data, le contrôle de l'accès, la vidéo, tout ce qui pourrait être connecté sur ce switch est complètement coupé du réseau et n'a aucun autre lien qui lui permette de le faire. Donc on met en œuvre ce qu'on appelle le spanning tree. Et le spanning tree, c'est de dire, je vais créer une boucle et je vais créer des liaisons de secours, si possible sur des liens physiques différents. Ça sert à rien d'utiliser des brins disponibles d'une même fibre, parce que si la fibre est coupée, les liens de secours sont coupés aussi. Mais d'utiliser des liaisons différentes qui vont nous permettre, en cas de coupure d'une de ces liaisons,
Par exemple, ici en haut à droite, la flèche verte, entre mon switch ici et mon cœur de réseau, bah, si ce lien ne fonctionne plus, mon switch sait qu'il a possibilité de passer ici vers la gauche ou ici vers le bas pour aller trouver un autre matériel qui va lui redonner un accès à mes serveurs et à mon cœur de réseau. C'est ce qu'on appelle le spanning tree. Il en existe trois versions: le spanning tree, le rapid spanning tree et le multiple spanning tree. La différence entre chaque, c'est que, bah, vous l'avez compris, le spanning tree, ça prend un certain temps à retrouver un chemin, donc c'est quelques secondes, ça peut être une minute. Le rapid spanning tree le fait en un saut de ping. Alors c'est le temps de transmission d'un hello sur un réseau. Un hello sur un réseau, c'est moins d'une seconde, enfin moins de 4 secondes. Ça veut dire que le rapid spanning tree va être capable de reconfigurer le réseau beaucoup plus rapidement, et le multiple spanning tree se dit, bah, plutôt que de laisser ces liens dormants là en backup, je vais les utiliser. Donc c'est-à-dire que bah, sur ces liens qui sont moins rapides, tout autour, je vais peut-être faire passer ma data et je vais garder sur les liens principaux vers mon cœur de réseau la vidéosurveillance par exemple. Et si jamais un des liens vient à ne plus fonctionner, ça reconfigure le réseau pour que la data qui passait là-haut vienne repasser sur un autre lien. Donc les trois sont possibles. En général, et c'est pour ça que j'ai mis des petites astérisques ici. Quand on implémente du multicast sur un réseau, on ne va pas au-delà du spanning tree. Pourquoi? Parce que le rapid spanning tree, le multiple spanning tree associé à du multicast pose des problèmes. Je vous passe les détails, on voit ça dans le cadre de formation technique, mais pose des problèmes de cohabitation. Donc en général, quand on met en œuvre des agrégations de liens, du VLAN, de la qualité de service, du multicast, et qu'on veut mettre de la tolérance à la panne et de la redondance, cette redondance on la fait en spanning tree simple. Certes, le réseau mettra peut-être une minute à se reconfigurer, mais c'est pas très grave, c'est toujours mieux que 3 semaines. Pour paramétrer tout ça, alors c'est un ensemble de pistes, hein. Pour paramétrer tout ça, vous pouvez évidemment le faire en ligne de commande dans les matériels actifs. Alors je vous en ai mis quelques exemples ici. Bon, heureusement, on a aussi pensé à vous. Tout ça peut se faire de manière assez simple à travers des interfaces graphiques des produits. Bon, je vous cache pas que l'interface graphique c'est très très bien. Euh, Par contre, quand vous savez bien maîtriser un matériel actif et que vous maîtrisez bien les lignes de commande, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que les interfaces graphiques ont cet avantage d'être très visuelles, mais cet inconvénient d'être très coûteux en clic. Quand on est sur des très grandes installations, plusieurs dizaines de switches, plusieurs centaines de caméras, du contrôle d'accès, plusieurs dizaines de serveurs, enfin, dès qu'on rentre dans des configurations vraiment complexes, tout faire un par un en interface graphique, avec du clic, sauvegarder, suivant, edit et compagnie, c'est très très long. Et quand on maîtrise la ligne de commande, c'est pas plus mal parce que ça permet d'injecter un bloc de ligne de commande, changer l'adresse IP, l'injecter dans le deuxième, changer l'adresse IP, l'injecter dans le troisième, et c'est beaucoup plus rapide parce que c'est beaucoup moins coûteux en clic, vous faites vos lignes de commande et vous sauvegardez vos configs. Ceci étant, dans la 99% des installations, le faire par l'interface graphique, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple. J'en ai fini, Pierre. Tu vois, c'était une présentation courte en slide, mais longue Mais longue en explication. en explication. Bon, ceci dit, j'ai dû faire quoi, 40 minutes là, le temps que tu Ouais, fasses ouais, ton tout à fait, tout à fait. Non, mais c'était nécessaire. Merci pour ta présentation. il Je vous vais en te prie. laisser reprendre ton souffle. Pas de Donc souci. juste pour vous